ce qui est de l'état des lieux, nous avons eu 3 vagues principales d'infection, 2 en 2020 et une qui a atteint un pic en janvier 2021. Lors de ce pic, nous avions jusqu'à 10 000 cas par jour. En Israël, les chiffres étaient très élevés et c'était donc le variant britannique B117 qui était à l'origine de cette vague qui a été très très difficile à contrôler. Nous avons donc décidé d'un confinement très strict pendant plusieurs semaines, mais en dépit de ce confinement, eh bien, la diminution des cas a été lente. Et nous avons pu commencer heureusement notre campagne de vaccination le 20 décembre. Et le 7 février, nous avions déjà 40% des adultes vaccinés. Et en quelques semaines, nous sommes passés à 50 et nous sommes maintenant à 60% de la population adulte et 85% désormais. Nous avons pris la décision le 7 février de lever les restrictions. Et depuis, nous avons vu un déclin du nombre de cas en dépit du variant britannique et en dépit de la levée progressive des restrictions. Nous sommes passés de 10 000 cas par jour à 60 ou 70 actuellement en Israël. Nous avons un peu moins de 2 millions d'habitants. Nous sommes passés entre 0 et 1 décès par jour et le nombre de cas sévères est eh bien un chiffre, donc un nombre à un chiffre. Donc nous avons pu diminuer d'un facteur 100 depuis le pic en janvier et le mois dernier. Et les nombres continuent à décliner dans la plupart des endroits. Nous avons donc pu retirer nos masques à l'extérieur, mais les masques sont toujours obligatoires à l'intérieur. Nous avons un passeport vert, c'est une politique de passeport vert qui veut dire que dans les restaurants à l'intérieur, dans les salles de concert, dans les salles de compétition sportive, il faut soit un certificat de vaccination avec les 2 doses, soit eh bien, pouvoir montrer qu'on a été, qu'on a eu le SARS-CoV, ou un test qui soit de moins de 48 heures. Donc tout cela par le biais d'un passeport vert. Ce sont ces restrictions qui sont encore en place. La plupart des autres restrictions ont été levées et les écoles ont été réouvertes et fonctionnent normalement. Donc je peux mentionner peut-être que l'un des éléments que nous avons trouvé intéressant, c'est que en dépit du fait que nous n'avons pas vacciné les enfants et que les enfants représentent 30% de la population, donc nous ne les avons pas vaccinés, mais le taux de contamination chez les enfants continue à diminuer en suivant la courbe du taux de contamination chez les adultes. Parce qu'une très grande majorité des adultes sont désormais vaccinés, et peut-être parce que en intérieur, les enfants, dans une grande mesure, portent encore des masques et qu'il y a eu cette politique de passeport vert. Donc, tout ceci nous a permis de maintenir des niveaux de contamination très bas. Voici quelques-uns des éléments intéressants que nous avons pu observer. Pour ce qui est des variants, pour ce qui est du variant sud-africain et le variant indien, ici en Israël, nous avons eu quelques douzaines de cas de chacun, mais en dépit de cela, nous n'avons pas encore vu une diffusion importante de ces 2 variants. 90% des contaminations sont encore dues au variant britannique. Nous avons donc pu mener une étude en conditions réelles, donc en collaboration avec Pfizer, et dans les tout derniers résultats publiés dans le New England Journal, eh bien, nous avons pu noter
95% de réduction des cas sévères et nous avons pu montrer que pour certains sous-groupes comme les patients avec plusieurs comorbidités, l'efficacité était un petit peu moindre, 88% avec certaines maladies chroniques, l'efficacité était de plus de 80% pour les maladies rénales chroniques et des maladies cardiaques chroniques. J'ai encore beaucoup de données à votre disposition sur certains sous-groupes, mais je pense intéressant d'ouvrir la discussion de manière à pouvoir répondre aux questions sur les points qui vous intéressent le plus. Donc, je m'arrêterai ici. Merci. Merci beaucoup pour en effet ces propos. Actuellement, la vaccination se poursuit et sur quel type de public? Vaccination campaign has not... La campagne de vaccination ne s'est pas arrêtée. Nous vaccinons tout le monde à partir de l'âge de 16 ans. Dans les catégories plus âgées, nous avons plus de 90% de couverture. Dans les groupes plus jeunes, nous sommes autour de 70-75%. Et chez les 16-18 ans, l'interprète n'a pas pu entendre du fait d'une coupure dans le son. Same for you, right? L'interprète s'excuse, elle n'entend pas, le son du professeur Ballisseur est entrecoupé. Peut-on lui... You're welcome. So I was saying that vaccination continues above the age of 60. Donc, je vais répéter. À partir de l'âge de 60 ans, nous sommes à 95%. Nous sommes à 75-80% pour les populations adultes. Et entre 12 et 16 ans, nous ne vaccinons pas encore. Nous attendons encore la validation et d'avoir plus de données scientifiques. Mais je pense que ça va sans doute venir dans les semaines qui viennent pour les 12-16 ans. Mais donc, le rythme est désormais lent car nous sommes arrivés à une sorte de plateau maximal. Il est difficile de faire mieux, mais je dirais qu'il y a encore 900 000 personnes éligibles qui n'ont pas encore été vaccinées. Des collègues ont des questions. Est-ce que vous vaccinez les personnes qui ont fait la maladie? Est-ce que vous vaccinez les gens qui ont eu la Covid? Yes, we are Oui, nous proposons et recommandons une dose de vaccin à ceux qui ont eu la maladie. Donc, une seule dose est recommandée. Alors, on va prendre peut-être plusieurs questions. Laurence Cohen. Oui, bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur, et bonjour à tous mes collègues. Moi, j'ai trois questions. Il me semble que l'État d'Israël est le premier pays où une licence obligatoire liée à la Covid-19 a été accordée sur les vaccins contre la pandémie justement de Covid. Est-ce que vous pensez que le recours à la licence d'office et le fait d'avoir donc levé les brevets a contribué justement à faire de l'État d'Israël le premier pays au monde en termes de vaccination de sa population? Ma deuxième question, c'est les citoyennes et les citoyens arabes d'Israël représentent environ 20% de la population. Je voudrais savoir, ils ont eu donc accès au vaccin en même temps que les autres, mais finalement, pourquoi avoir attendu le mois de mars pour que la campagne de vaccination concerne les 800 000 travailleurs palestiniens qui sont légalement employés en Israël et 35 000 dans les colonies? Et ma troisième question,
qui me taraude, c'est que il semblerait que l'épidémie soit hors de contrôle en Cisjordanie. Et est-ce que Israël a l'intention de livrer davantage de doses à l'autorité palestinienne dans les prochaines semaines? Alors je sais bien que je m'adresse à un professeur, que l'ambassadeur d'Israël n'est pas présent, donc voilà. Mais simplement d'un point de vue justement analyse en tant que professionnel de santé, je pense que vous êtes sensibilisé, parce que s'il n'y a pas effectivement une couverture vaccinale pour l'ensemble de la population, finalement on peut craindre que le virus continue à se répandre. Donc nous sommes toutes et tous concernés. Donc j'ai bien conscience que certaines de mes questions sont un petit peu limites par rapport à vous, professeur, mais je ne doute pas que vous aurez une réponse en tant que citoyen, tout simplement. Je vous remercie. On va prendre deux autres collègues et ensuite vous pourrez répondre aux trois questions. Bernard Bonne. Oui, monsieur, bonjour monsieur, j'ai deux questions à poser. Comment contrôlez-vous l'immunité des personnes qui ont été vaccinées ou celles qui ont eu la maladie, si l'immunité est durable? Et est-ce que vous avez un problème actuellement de résurgence de cas de personnes qui ont été vaccinées? On s'aperçoit en France que des personnes vaccinées par le Pfizer ou l'AstraZeneca ont à nouveau la maladie de la Covid. Et je voudrais savoir si en Israël, vous avez constaté une évolution justement de ces cas particuliers. Chantal de Seine, et ensuite Ran Balisser pourra répondre. Oui, merci. Professeur, je voulais vous interroger sur la défiance vaccinale. Vous avez un bilan en matière de vaccination qui est inégalé dans le monde et qui nous fait rêver. Cependant, il y a quand même certaines réserves. Donc, je voudrais savoir quelle politique vous mettez en place pour lever les réticences, pour convaincre à la vaccination, faire adhérer à la vaccination, parce que vous savez qu'en France, nous avons encore un taux d'antivax qui est relativement élevé, et donc votre expérience pourrait être enrichissante. Merci. Bon, professeur, vous pouvez répondre à ces trois questions. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre une par une. Je crois qu'il y a deux questions qui se recoupent un petit peu. Comment surmonter les réticences à la vaccination et convaincre les gens de se faire vacciner, et celle qui concerne les populations arabes. Au début de la campagne de vaccination, nous avons remarqué qu'il y avait deux communautés clés où il y avait moins de recours à la vaccination. Les ultra-orthodoxes et les Israéliens arabes. Et nous avons vu que il nous fallait, dès le début de la campagne, nous focaliser sur ces deux groupes. Et après tous ces efforts, nous avons réussi à faire en sorte que ces deux communautés soient à un taux de vaccination similaire au reste de la population. Et c'est une réussite qui mérite qu'on en discute. Comment faire cela? Eh bien, il faut plusieurs choses. Nous avons des sites de vaccination dédiés dans ces lieux dans des municipalités, dans tous ces endroits, dans ces deux communautés où il y avait un taux de recours bien moindre à la vaccination. L'idée était de faciliter l'accès à la vaccination, faciliter la prise de rendez-vous, ou même la possibilité de venir sans rendez-vous. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, par rapport à d'autres populations et hésitantes devant la vaccination, nous avons essayé dans la campagne nationale d'expliquer et de convaincre sur la sécurité de ce vaccin. Donc, premier point, en faisant en sorte que des personnalités publiques se fassent vacciner à la télé, en direct, moi-même y compris. Deuxième point,
Nous avons eu beaucoup de données scientifiques, certaines internationales et d'autres créées en Israël, basées sur nos sets de données, sur notre propre population, qui ont été réalisées par des scientifiques comme moi-même, qui sommes impartiaux. Et le public a confiance en nous et a été intéressé de lire cette analyse. Et quand nous avons pu prouver que le vaccin était extrêmement efficace et quand eh bien, toutes ces données et les chiffres notamment revus par des pairs ont été montrés, cela a eu un impact. Et nous avons été extrêmement transparents sur ce que nous savions et ce que nous ne savions pas. Et nous avons expliqué. Alors, nous ne savons pas quels sont les effets à long terme de certains de ces vaccins. Cela dit, nous avons toute confiance et nous pouvons vous dire que, eh bien, si l'on pense aux effets à long terme et aux effets à court terme de la maladie, et si nous savons quel est le profil d'innocuité, le profil de sécurité de ce vaccin à court terme. Et ça a été entendu, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de confiance, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Et dernier point, et je pense que c'était très important, pour les ultra-orthodoxes notamment, et les communautés arabes, pour qu'elles puissent se faire vacciner, c'était de travailler avec les chefs de ces communautés. On est allé dans les communautés, on s'est assis avec leurs chefs, avec les rabbins, avec les maires, et nous avons eu des discussions tout à fait ouvertes. Et dans beaucoup de ces discussions, je suis venue discuter avec un rabbin et je parlais à des médecins ultra-orthodoxes et lui, avec une vingtaine d'experts, m'ont écouté pendant 3 heures et ça a été diffusé et rendu public. Et à la fin, il m'a dit, eh bien, vous savez quoi, je suis convaincu. Et au bout d'une semaine, il a édité une loi, une règle rabbinique qui poussait toute la communauté à se faire vacciner. Donc, il a fallu les persuader et le taux d'adhésion a été tel que maintenant leur taux de vaccination est semblable au reste de la population. Voici quelques éléments qui nous ont permis, les principaux éléments qui nous ont permis de lutter contre cette hésitation et cette réticence. Alors, sur une autre question. Toutes les personnes qui ont été vaccinées et qui sont malades, eh bien, nous suivons ça, nous surveillons ça de très très près. Nous essayons de voir si nous avons une augmentation de ce type de cas. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous continuons à avoir une diminution des cas. Et nous menons 30 000 tests par jour et nous n'avons plus que 0,2% de cas positifs. Donc, quand on parle de cas sévères, eh bien, on les trouve parmi les 900 000 qui n'ont pas été vaccinés. Les cas sévères ne se trouvent pas chez les plus de 8 millions qui ont déjà été vaccinés. Nous savons que avec le temps, nous allons sans doute avoir eh bien une augmentation des cas de personnes vaccinées qui vont à nouveau avoir la maladie. Et il nous faudra alors penser à un rappel de vaccin. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le vaccin semble extrêmement efficace. Alors, nous attendons à ce qu'il y ait ces cas parce que l'efficacité du vaccin est de 96% et pas de 100%. Donc, mais nous voyons 25 fois moins de cas de maladie que si nous n'avions pas vacciné. Et nous avons des données préliminaires qui semble indiquer que pour certains variants comme le variant sud-africain, il y aurait plus de risques de cas à nouveau sur les personnes vaccinées, mais nous ne voyons pas ce type de cas pour l'instant et ce type de cas sévère. Il semble que cela soit extrêmement localisé et ne mène pas à une résurgence de la maladie dans la population israélienne qui est très largement vaccinée. J'espère avoir répondu aux questions qui ont été posées. Je suis prêt à répondre à d'autres questions. Michel Meunier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur. Moi j'avais 2 questions, mais vous y avez presque déjà répondu. J'en avais une concernant les personnes très âgées et vulnérables, en vous posant la question de quelle stratégie avez-vous utilisé, mais l'exemple que vous venez de donner sur la communauté ultra-orthodoxe
m'indique quand même que vous avez dû travailler sur les pairs et la persuasion entre pairs, mais peut-être que le réseau médical ou le réseau familial ou le réseau voisinage a fonctionné. Enfin, quelle est votre stratégie? Quelle a été votre stratégie pour les personnes très âgées et vulnérables? Et puis ma deuxième question, mais là aussi vous l'avez peut-être en partie répondu, quel est le profil des personnes qui ne sont pas encore vaccinées? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'elles sont majoritairement dans les deux communautés que vous nous avez identifiées ou pas? Catherine Procaccia. Thank you. Question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, bonjour Madame la Présidente, bonjour professeur. Je voudrais poser une question qui va dans le prolongement de celle de Bernard Bonne par rapport aux anticorps. On parle de plus en plus de la nécessité d'avoir une troisième dose. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce sujet et est-ce que vous prévoyez de faire des tests anticorps, par exemple, au bout de 6 mois ou de 8 mois de la deuxième injection, de telle sorte de savoir s'il est nécessaire ou pas d'avoir une troisième dose. Et ma deuxième question, je voudrais savoir si j'ai bien compris ce que vous nous avez évoqué par rapport aux contaminations des enfants qui sont en diminution malgré la réouverture des écoles et sans vaccination. Est-ce pour vous la signification que ce sont bien les adultes qui contaminent les enfants et non pas l'inverse? Merci. Merci. Corinne Imbert et ensuite Ran Balisser pourra répondre. Corinne? Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour, bonjour professeur. Dans la suite de la question de Catherine Procaccia, et dans l'hypothèse d'une évolution d'une maladie, on va dire saisonnière de Covid, avez-vous déjà passé des commandes pour l'année prochaine de vaccins et je suppose éventuellement de vaccins Pfizer? J'aurais deux autres questions qui concernent d'abord la vaccination des professionnels de santé. Quelle a été l'approche des autorités israéliennes vis-à-vis de la vaccination des professionnels de santé? Et est-ce qu'il y a eu un débat sur l'obligation de cette vaccination obligatoire pour les professionnels de santé, voire pour d'autres professionnels? Et puis, une autre question concernant le passeport vert que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il a été bien accepté par la population et est-ce qu'il a évolué entre le moment où vous l'avez mis en place et aujourd'hui? Voilà, je vous remercie. Très bien, vous pouvez répondre et ensuite on aura trois autres questions. Merci beaucoup. Alors, je vais passer en revue les questions une par une. Alors, comment a-t-on vacciné les personnes plus âgées et plus vulnérables? Eh bien, l'une des clés, je crois, c'est que nous avons eu une organisation par les organismes qui sont justement fournisseurs de soins, les organismes d'assurance maladie. Et il se trouve que ces personnes sont généralement rattachées à l'un des organismes qui leur fournissent des soins vraiment du berceau à la tombe. Et ils sont extrêmement volontaristes, extrêmement proactifs. Et nous connaissons tous ces patients. Cet organisme d'assurance maladie, de fournisseurs de soins, connaît ces personnes à leur numéro de téléphone et nous les avons appelés. Nous avons appelé chaque personne au-dessus de l'âge de 75 ans qui n'avait pas encore été vaccinée et nous les avons appelés et leur demandé de prendre rendez-vous et de venir se faire vacciner. Nous avons même pris rendez-vous pour eux. Dans les maisons de retraite, nous avions des équipes qui venaient vacciner les personnes, donc pour les vacciner ensemble. Donc voilà pour la vaccination des plus âgés. Et soit dit en passant, nos études suggèrent que l'efficacité est la même de ce vaccin chez les personnes âgées et chez les personnes plus jeunes. Il est donc très très important de vacciner les plus âgés car nos anciens développent des formes plus sévères. Alors, pour le profil des 900 000 personnes non vaccinées, c'était surtout des jeunes.
Alors, il y a une petite surreprésentation des ultra-orthodoxes et des Arabes, mais pas dans une grande mesure. La plus grande partie n'appartiennent pas à ces deux communautés. Je crois que, en fait, nous avons touché du doigt, là, en fait, une sorte de noyau de personnes réticentes à la vaccination ou qui préfèrent procrastiner et remettre la décision. Mais, encore une fois, parmi les personnes vulnérables, l'écrasante majorité des personnes a été vaccinée. Donc, nous n'avons pas à mener un effort pour faire en sorte que ces personnes soient vaccinées. Donc, nous sommes très heureux de la situation que nous avons en termes de couverture vaccinale. Pour ce qui est des rappels de vaccins, comme je l'ai dit, je pense personnellement qu'un rappel de vaccin sera nécessaire à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Il est évident, d'après les données que nous avons, c'est que 6 mois après le vaccin, vous n'avez pas besoin d'un rappel parce que nous savons que l'efficacité du vaccin est encore extrêmement haute, mais nous allons continuer notre surveillance et nous attendons d'autres données scientifiques qui peut-être nous feront changer d'avis. Mais c'est pour l'heure notre approche et nous allons également étendre ces passeports verts qui ont été pour 6 mois et qui seront maintenant pour 1 an. Et peut-être que dans 1 an, il faudra faire un rappel. Mais si nous ne voyons pas de cas réapparaître, eh bien, nous pourrons prolonger encore. Mais nous avons assez de doses que nous avons déjà payées pour eh bien, procéder à ces rappels de vaccins. Nous ne croyons pas aux tests d'anticorps pour décider qui devrait bénéficier d'un rappel, parce que nous pensons que ce n'est pas un bon moyen de voir qui est vulnérable ou non. Donc, nous n'avons pas encore de bons tests pour l'immunité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du nombre d'anticorps, il y a également l'immunité cellulaire et tissulaire. Une autre question portait sur la saisonnalité. Alors, nous ne savons pas. Personne ne le sait pour l'instant. Faudra-t-il des rappels d'ici 1 an? Il est trop tôt encore. Nous nous préparons aux différentes options, mais pour l'instant, il n'y a pas de politique par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années. Il serait prématuré d'en décider aujourd'hui. Pour ce qui est des professionnels de santé, alors nous avons pris la décision en mars de dire aux professionnels de santé qui ne seraient pas vaccinés, qui ne pourraient pas travailler dans certains services de personnes qui sont vulnérables. Et donc, il faut que vous montriez que vous avez été vacciné si vous voulez travailler avec ces patients vulnérables. Et ça, c'est une décision que nous avons prise. Ce n'est pas très différent d'une décision que nous avons prise par le passé pour les gens qui, eh bien, n'avaient pas été vaccinés, n'avaient pas développé d'anticorps pour l'hépatite B, eh bien, ne pouvaient pas, eh bien, être opérés ou être transfusés pour ne pas mettre en danger d'autres patients. Je crois que j'ai répondu à presque toutes les questions. Sur les enfants. Concernant les enfants. Yes. So, Oui. Alors, nous constatons que l'infection chez les enfants a baissé au même rythme que chez les adultes, en dépit du fait que les enfants de moins de 16 ans n'ont pas été vaccinés. Il y a différentes manières d'expliquer cela. L'une explication serait de dire les enfants sont protégés par des masques à l'école et par le passeport vert, la politique de passeport vert en dehors des écoles et par des tests continus qui sont faits. Ce serait une partie de l'explication. Je ne crois pas que cela explique un tel niveau de protection. Un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est que la vaccination chez les adultes a réduit de manière spectaculaire le nombre de contaminations chez les adultes, et le fait que beaucoup d'enfants étaient sans doute contaminés dans le foyer familial, par exemple, eh bien, c'est sans doute ce qui explique le déclin. Mais ce n'explique pas si un enfant contaminé a été à l'école à un moment donné, pourquoi est-ce que les autres enfants ne sont pas contaminés? Mais cela peut expliquer quand même pourquoi les taux de contamination diminuent. Une autre explication
une autre théorie est que les enfants sont moins contaminants pour les autres enfants en raison d'une charge virale moins forte. Cela pourrait expliquer que nous ne voyons pas une sorte de continuation dans le cycle, mais il nous faut recueillir plus de données sur les enfants par rapport aux autres et leur contamination, leur contagiosité, leur contamination vis-à-vis des autres. Mais nous testons déjà, mais nous devrions tester peut-être encore plus. Mais je crois qu'une grande partie des 30 000 tests que nous réalisons tous les jours vont aux enfants. Donc je ne crois pas que nous passions à côté de beaucoup d'infections chez les enfants par rapport aux adultes, car nous testons énormément, car vous savez, beaucoup d'enfants peuvent être asymptomatiques. Donc vous avez là plusieurs explications possibles qui peuvent expliquer pourquoi le taux d'infection chez les enfants a diminué de manière significative en dépit du fait qu'ils ne sont pas vaccinés. J'espère que ça répond à votre question. Très bien. Il y avait, avant que je passe la parole à d'autres collègues, Laurence Cohen avait posé une question par rapport à la licence d'office et à la, comment on appelle ça, des brevets, au brevet. Est-ce que c'est quelque chose qui a été appliqué chez vous par rapport au vaccin Pfizer? I'm not sure I understand what patents are we talking about. Je ne comprends pas de quel brevet on parle. Ce vaccin n'est pas d'Israël, donc nous n'avons pas le brevet. J'ai sans doute mal compris la question. C'est un mécanisme, on en parle beaucoup actuellement par rapport à l'Europe, qui permet de lever la propriété intellectuelle du producteur de vaccins. Vous n'avez travaillé de toute façon qu'avec Pfizer et avec un contrat qui est ancien avec Pfizer. Donc vous n'avez pas eu de recours particulier à une licence d'office. Comment se sont fait la commercialisation a été d'emblée un accord entre le laboratoire et le gouvernement. Puisque nous achetons le vaccin, je ne crois pas qu'il y ait de question de propriété intellectuelle, car nous n'avions en fait aucune demande sur cette propriété intellectuelle. Nous ne fabriquons rien. Donc je ne crois pas que nous ayons eu ce type de question. Rien n'a été produit localement et il n'y a eu aucun transfert de connaissances ou de technologies. Donc, ça n'est pas un aspect de la transaction qui était pertinent pour l'Israël. Je ne crois pas pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus. Si vous voulez voir le contrat entre Israël et Pfizer, il est sur le site du ministère de la Santé israélien. Ils ont pris la décision de rendre public ce contrat. Comme ça, chacun est libre de pouvoir en prendre connaissance. Ça nous fait rêver, cela aussi. Je vais passer la parole à René-Paul Savary, ensuite au président Dallier. Oui, merci. Alors, merci, monsieur le professeur. Pour m'éviter d'aller sur le site, je voulais savoir simplement à quel prix vous aviez négocié ces vaccins Pfizer, si vous le savez. Merci. Et vous n'avez pas parlé des applications numériques. Donc, j'aimerais savoir quelles applications numériques vous avez pu utiliser pour lutter contre le Covid et suivre éventuellement la vaccination. Merci. Philippe Dallier. Voilà, monsieur le professeur, une question sur la notion d'immunité collective, puisque au début de la pandémie en 2020, beaucoup de scientifiques nous expliquaient qu'à partir du moment où 70% d'une population, ou la population d'un pays aurait soit contracté le virus, soit été vacciné, à l'époque on ne parlait pas encore de vaccin, le problème disparaîtrait naturellement. Et d'ailleurs, certains pays comme la Suède et même la Grande-Bretagne au départ envisageaient de laisser se propager le virus
pour atteindre cette immunité collective. En Israël aujourd'hui, vous êtes bien au-delà des 70% de personnes vaccinées, et j'ai le sentiment que cette notion d'immunité collective, plus personne n'en parle. Et moi qui ne suis pas un scientifique, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sujet? C'est-à-dire que ce sont les variants qui font que le risque est toujours là et qu'on n'atteindra jamais cette immunité collective avec la disparition du problème. Dans quelle situation est-ce que nous sommes exactement? Très bien. Et moi, j'avais une dernière question à ce moment-là, c'était par rapport aux 900 000 personnes non vaccinées, est-ce que la notion du passeport est un encouragement, une incitation à se faire vacciner? Parce que ça limite quand même certaines entrées. Est-ce que vous avez senti que ça bougeait chez ces personnes du fait du passeport ou non? Est-ce que je peux répondre? Allez-y, répondez. Merci beaucoup. Alors, commençons par prendre des questions une par une. Alors, pour ce qui est du prix, je n'ai pas fait partie de la négociation de ces marchés publics, donc je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Pour ce qui est des applications numériques, les applications numériques ont été utilisées massivement dans notre campagne de vaccination. Encore une fois, la campagne a été menée par les 6 organismes d'assurance maladie et donc, toute la prise de rendez-vous, par exemple, c'est fait par le biais d'applications mobiles. Quand le patient venait dans le site de vaccination, le dossier médical entièrement numérisé était disponible, ce qui a considérablement facilité et accéléré les choses. Une fois la personne vaccinée, la prise de rendez-vous pour la deuxième dose était faite automatiquement et de manière entièrement numérisée. Des SMS étaient envoyés, des rappels étaient envoyés pour rappeler l'heure. Donc il y a eu, utilisation de beaucoup d'outils numériques. Pour ce qui est de l'immunité collective, alors la question... en fait, dans votre question, vous parlez de différents types d'immunité collective. Ce dont on parlait avant, c'était d'une immunité collective naturelle. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des pays, si ce n'est tous, ont complètement abandonné ce type d'approche. Car... on ne peut pas considérer que laisser les personnes être infectées peut être une bonne approche. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Brésil. Ce n'est pas viable comme politique. Pour ce qui est de l'immunité collective, qui serait compatible et même régie par une vaccination, je ne crois pas que ce soit pertinent. L'immunité collective veut dire que si vous enlevez toutes les mesures de protection, vous abandonnez toutes les mesures de protection, la maladie ne se diffuserait pas parce qu'il y a tellement de gens vaccinés que pour le nombre de personnes qui devraient être infectées, la plupart seraient protégées. Je crois que nous n'en sommes pas encore là, car cela voudrait dire que, si nous avions un nombre N de personnes qui devraient être infectées, il faudrait avoir N-1 de personnes vaccinées. Nous n'en sommes pas encore tout à fait à ça. Il semble qu'il y ait beaucoup de protection indirecte. Et dans beaucoup d'immunités. Et c'est pourquoi il est sans doute très difficile de voir des cas ressurgir, mais ce n'est pas impossible, en particulier si nous enlevions nos masques à l'intérieur ou si nous laissions tomber le passeport vert. Et pour ce qui est des variants qui peut-être au lieu de 96% d'efficacité du vaccin seraient à 76%, et là de nouveaux cas pourraient apparaître et il nous faudrait à la fois de revenir à des mesures et des restrictions non médicales. Donc on ne
peut pas se dire ça y est, c'est gagné. Il faut que nous restions vigilants, attentifs et humbles. Cette maladie nous apprend nous apprend tous les jours. Nous en tirons des enseignements chaque jour, chaque mois, et nous devons jamais être complaisants. Aucun pays n'a gagné cette bataille. En ce qui concerne la dernière question sur le passeport vert, les passeports verts n'ont pas été mis en place pour encourager la vaccination. Ils ont été mis en place pour permettre aux personnes à haut risque d'avoir la possibilité d'aller au restaurant, d'aller dans des lieux clos sans risquer d'être infectés. Donc, avec cette politique de passeport vert, nous avons pu réouvrir les salles de concert, les restaurants pour des personnes de plus de 75 ans qui avaient été vaccinées très tôt. Parce qu'ils étaient... Alors, nous savons qu'ils ne sont pas 100% protégés, mais grâce au passeport vert, nous avons pu réouvrir ces salles et continuer notre surveillance. Je dois reconnaître qu'en mettant en place cette politique, cela a sans doute encouragé effectivement des gens à se faire vacciner, mais ce n'était pas la logique sous-jacente au départ. Mais je crois que cette politique a très très bien fonctionné, en particulier maintenant qu'une si haute proportion de la population est vaccinée. Mais rappelez-vous toujours une chose, si une personne ne veut pas être vaccinée et qu'elle veut aller au restaurant, eh bien elle peut maintenant aller au restaurant et être à l'extérieur. Donc, l'idée était de faire en sorte que les personnes âgées ou vulnérables n'étaient pas à risque. Donc, l'idée était de ménager un équilibre. Il fallait un compromis. Et je crois que nous avons essayé de trouver ce juste milieu, cet équilibre. En revanche, par rapport à la levée des restrictions, parce que vous l'avez dit et vous l'aviez dit en janvier, vous l'avez redit, vous êtes resté sur un confinement très strict. Au début de la vaccination, il y avait une première dose, il y avait les 3 semaines avant la seconde dose et à peu près 3 semaines après. Là, durant cette période, vous avez été dans un confinement très strict, pas un semi-confinement, un vrai confinement. À partir de quel moment après et à partir de quel pourcentage après la deuxième dose vous avez levé ce confinement? Ça, c'était ma première question. Mais je ne sais pas si vous pouvez répondre. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'ouverture d'Israël, à l'entrée de personnes venant en Israël ou quittant Israël par rapport à l'ouverture du pays, au transport aérien notamment? Quand nous avons imposé le confinement, c'était 2 semaines après le début de la campagne de vaccination, quand on a vu qu'il y avait une montée du nombre de cas qui continuait. Et nous avions déjà commencé la campagne de vaccination et nous savions qu'il nous faudrait encore 3 semaines pour que les gens soient complètement en protection et protégés, et qu'il nous faudrait encore beaucoup de semaines pour que beaucoup de gens soient protégés. Donc en février, quand nous avons décidé de lever les restrictions, 60% de la population avait déjà été vaccinée. Et nous pensions qu'à ce stade, et nous avions encore beaucoup plus que 60% de personnes âgées et vulnérables qui avaient été vaccinées. Nous pensions donc être dans une situation suffisamment sûre pour réouvrir. Et nous avons réouvert graduellement, nous n'avons pas tout réouvert d'un coup. Toutes les 2 semaines, nous avions une étape supplémentaire de levée des restrictions. Donc toutes les 2 semaines, on vérifiait que tout allait dans le bon sens et on passait à l'étape suivante. Donc ça a été progressif. Nous n'avons pas réouvert les écoles immédiatement. Au début, nous avons également réouvert des écoles pour certaines classes et pour ensuite les classes suivantes. Pour les restaurants, ça a été la même chose. Progressif. Ça a été notre approche pour cette question. Par ailleurs, le pays est ouvert maintenant aux visiteurs extérieurs ou non, où il y a encore beaucoup de restrictions par rapport à l'entrée ou à la sortie d'Israël?
Alors, il n'y a pas de restriction pour ce qui est de quitter le pays et pour y revenir. Alors, il y a juste des règles de quarantaine et il faut être testé avant d'aller dans l'avion et donc, il faut être testé avant de rentrer dans l'avion et ensuite quand on atterrit, et il faut une quarantaine. Sauf dans certains cas où ils sont vaccinés et ils arrivent dans un pays qui n'est pas touché par certains variants. Sinon, il y a une période de quarantaine. L'ouverture au tourisme, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un débat important en ce moment et nous allons le faire graduellement parce que nous voulons faire attention. Donc, c'est une politique progressive qui est en train d'être élaborée. La quarantaine dure combien de jours? 10 days. 10 jours. Et la quarantaine est contrôlée sévèrement, parce que bon, il y a eu ce débat-là en France, mais quand on parle de quarantaine en France, on demande aux gens de rester à l'isolement, il n'y a pas vraiment de contrôle. Est-ce qu'en Israël, les choses ont été faites de manière plus stricte? Alors, l'une des critiques les plus importantes dont le gouvernement ait fait l'effet, c'était que le contrôle n'était pas assez strict sur les quarantaines, qu'il n'y avait pas assez d'évaluation. Vous savez, il y a eu une application de la police pour faire des visites, mais ça n'a pas été extrêmement efficace. Nous, on a pensé à des bracelets électroniques. Donc, on est en train de réfléchir à ça, mais nous n'avons pas encore mis ça en place. Cela permettrait d'améliorer l'efficacité des quarantaines, mais ça n'a pas encore démarré. Nous voulions démarrer un pilote, mais ce n'est pas encore le cas. Très bien. Et puis, une dernière question. Le nombre des décès est de combien en Israël, le nombre de décès? Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en réanimation? Et est-ce qu'il y a eu à un moment une surcharge des services de réanimation? Okay, so alors, je vais essayer de vous donner les chiffres les plus récents. Les chiffres d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, nous avons eu 6332 décès en tout depuis le début de la pandémie. Dans les semaines qui viennent de s'écouler, nous avons un mort par jour en moyenne. Bien sûr, dans le passé, c'était beaucoup plus, mais maintenant, nous sommes entre 0 et 1 décès par jour. Au pic de la pandémie, nous étions proche de la saturation pour les soins intensifs, la réanimation. On était très proche de la saturation. C'est arrivé très très proche, mais nous avons réussi à faire que la campagne de vaccination avance avant que nous ne dépassions nos capacités. Nous n'avons donc jamais atteint le point où les capacités étaient saturées, bien qu'au pic de janvier, nous étions très proches. À cause du variant britannique, le B117. Écoutez, merci beaucoup, professeur, de cet échange qui était très instructif pour nous. Vraiment, on suit Israël sur ce volet de la crise sanitaire. Et nous serons peut-être amenés à vous ressolliciter sans trop abuser de votre temps, que l'on sait précieux. Mais vraiment, merci beaucoup de cet échange. Thank you. Merci. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs pour cette occasion de m'exprimer devant vous, et je suis à votre service, je suis à votre disposition si je peux partager les enseignements que nous avons tirés, et j'espère que très prochainement la France sera dans une situation similaire à la nôtre par rapport à tous les points que nous avons évoqués, et je vous souhaite, vous avez tous mes vœux, je vous souhaite le meilleur.